Troisième et dernière partie de notre émission consacrée à un thème important, industrialisation de l'Afrique. Nous avons vu dans la première partie, avec les interventions des uns des autres, la nécessité qu'il y a pour le continent aujourd'hui d'arrêter d'exporter massivement ces matières premières et de les transformer localement. Et dans la deuxième partie, nous avons abordé la question de la capacité à financer l'industrialisation. Et Serge-Éric Meunier nous expliquait dans la deuxième partie que la question monétaire, la question de souveraineté monétaire est une question marginale. Mais commençons cette troisième partie par une question simple et vous allez nous dire s'il avait raison ou pas. C'était l'ancien président sénégalais Abdou Diouf. Nous étions en janvier 1994, où le franc CFA, justement, a été dévalué. Ouais. Non pas parce que les États membres, enfin, les pays qui partageaient le franc CFA l'ont voulu, justement, mais parce que quelqu'un d'autre l'a décidé. Michel Roussin. Voilà. Et Abdou Diouf nous explique le jour où on l'a convaincu, enfin, où il s'est retrouvé le dos au mur et qu'il n'avait plus le choix. Il dit, j'avais Michel Candessu au téléphone qui me dit, il faut que tu amènes les autres États à dévaluer. L'ancien directeur du FMI. L'ancien directeur du FMI. Et il dit, mais je peux pas, je peux pas. Si je fais ça, les syndicalistes, ils vont me tomber dessus. Il dit, mais dans ce cas, tu n'auras pas de quoi payer tes fonctionnaires. Et ça, vous pensez que ce n'est pas essentiel dans la réflexion que nous menons ici sur la capacité des États, la nécessité pour les États d'avoir leur propre monnaie. Si le Sénégal n'était pas membre n'utilisait pas le franc CFA et avait sa propre monnaie, Abdou Diouf n'aurait certainement pas reçu ce coup de fil. Il y a plusieurs sujets dans cette question. C'est-à-dire qu'il y a la partie de l'influence où on se sert de certaines institutions pour exercer de l'influence dans certains pays. Ça, c'est principalement l'effet qu'il y a eu sur Abdou Diouf. La dévaluation part du fait que la France a de plus en plus de mal à honorer les engagements financiers pour maintenir le franc CFA à flot à de tels niveaux. Et du coup, elle se désengage en disant pour que je maintienne ma garantie, il faut qu'on sous-évalue la monnaie. Donc, on ne va pas refaire ce débat là-dessus, mais c'était ça, principalement. Oui. Ce que je veux dire, tout simplement, c'est que la monnaie, dans tous les exemples, je ne suis pas un cadre de l'histoire de l'économie mondiale, je vois juste que les grands exemples de l'industrialisation que nous avons aussi en Asie, du Sud-Est, en Chine, en Allemagne, en France, en Angleterre, le problème monétaire arrive quasiment à la marge. C'est-à-dire que ce n'est pas un problème en tant que tel, parce que la monnaie, c'est un outil d'échange. C'est tout ce que je veux dire. Et le cas de l'Afrique, puisque c'est ce qui nous intéresse ici, montre d'abord qu'en Afrique, les pays qui détiennent leur propre monnaie, qui battent leur monnaie, ne sont pas extraordinairement fabuleux. C'est-à-dire que je suis d'accord avec vous. On n'est pas un que je pourrais citer sans avoir honte. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est pour dire que le problème, ça reste la façon dont les pays s'organisent. C'est-à-dire que si l'État est corrompu, inorganisé, la population peu éduquée, etc., ça ne sert à rien. On peut sortir toutes les formules du monde, c'est le cas aujourd'hui. Et voilà, le marché unique commun. Moi, j'étais samedi entre Bastille et Nation pour soutenir les Soudanais. Parce qu'on a quand même connu le week-end, la semaine la plus violente. La plus atroce. La plus atroce. Nous ferons une émission sur la question. Nous étions 200 à Paris. Nous étions à peine 200. Pour soutenir les Sud-Soudanais. Pour soutenir les Soudanais. Nous étions à peine 200. Et s'il n'y avait pas quelques Européens qui s'étaient mélangés au truc, je ne pense même pas qu'on atteindrait 80. C'est ça la réalité. Et on parle aujourd'hui de l'Afrique qui va s'unir, machin, etc. C'est incroyable. C'est-à-dire que moi, quand je me rendais à la manifestation, sur mon téléphone, j'avais les messages sur les réseaux sociaux et des anciens présidents américains, les anciens chanceliers européens, allemands, etc., qui disaient que c'est la pire semaine depuis 2 ans. Ouais. On était 200 sur le truc. Donc, il faut arrêter avec l'illusion de l'Afrique unie, etc. C'est très triste, c'est très triste pour moi faut arrêter. D'écouter ce que dit Serge-Éric Meunier, qui pourtant est une vérité. Et c'est pour ça qu'on doit pouvoir s'interroger sur la capacité que nous avons sur le continent, nous 54 États, à être sérieux, à être ensemble pour mettre des projets ensemble. Vous savez, jeune étudiant, c'était en Allemagne, je me souviens, c'était dans les années 2000. Le Mozambique avait connu une inondation terrible. Il y avait des dizaines de morts. C'est la première fois que moi, jeune étudiant, j'ai pris conscience de nos incapacités à faire de la solidarité véritable en Afrique. Et ce sont des Allemands,
de l'armée allemande qui a été dépêchée pour aller sauver des Mozambicains de la noyade. Il n'y avait pas une seule armée africaine. Pourtant, on a l'Afrique du Sud à côté, on a le Botswana, le Malawi, on a la Tanzanie. Tous ces pays-là sont là. Et le sauveur est venu de loin. Comment, dans ces conditions, on peut se mettre ensemble pour faire une monnaie? Quand même dans les moments les plus tristes, on n'est pas capable de solidarité. On pourrait prendre le même exemple pour le Mali, qui a été obligé... Il y a des mots qui me brûlent sur les lèvres. Oui, ça, tu vas. Professeur, répondez très rapidement là. Nous adhérons à votre idéal. Voilà. Mais voilà la réalité. J'ai des mots qui brûlent. Voilà. Bien, merci. C'est un fait qu'on ne peut pas contester, que les Africains ne sont pas unis. Et ça, c'est le drame de l'Afrique. L'Afrique ne fait que reproduire, l'Afrique actuelle, je veux dire, fait que reproduire ce que j'appelle l'ordre colonial de la conférence de Berlin de 1884-1885. Je pense les que Africains n'ont pas, bien à... les Africains d'aujourd'hui, je n'ai pas essentiellement des dirigeants, n'ont pas encore compris que en 1884-85, quand on a émietté l'Afrique, ce n'était pas par hasard, c'était pour affaiblir ces États africains-là. Donc, il nous appartient, nous, même si c'est apparemment difficile, oui, bien sûr, de comprendre que nous avons le devoir de nous unir. Parce que si nous ne le faisons pas, eh bien, la misère que nous observons aujourd'hui va s'amplifier. Par exemple, en 2050, où on sera plus de 2 milliards. C'est ça. Voilà. Donc, l'émiettement de l'Afrique n'est pas conseillé. Ce qui nous permet donc, nous, dans nos rêves, à penser à l'État fédéral africain, c'est-à-dire les États-Unis d'Afrique, même si dans l'immédiat, ça paraît difficile. Bien sûr. Mais nous il va falloir y arriver. Nous n'avons pas d'autre choix que de nous unir. Pourquoi? Parce que les États unis sont de plus en plus forts. Bien sûr. Exemple, nous prenons les États-Unis d'Amérique. Il y a eu une guerre d'abord. On ne va pas refaire l'histoire, mais aujourd'hui, 50 États unis d'Amérique, ils sont forts. Bien sûr. On prend le cas de la Chine. La Chine, elle est forte. 1,4 milliard, et ainsi de suite. Les Africains ont pour partenaires économiques directs les Européens. Entre l'Europe et l'Afrique, c'est 14 kilomètres. Oui, au moment où les Européens sont en train de s'unir, parce que ce qui leur manque aujourd'hui, c'est un État, c'est-à-dire c'est sur l'aspect politique. Voilà. Donc, nous faisons comme si nous ne voyions pas ce que nous disons. L'avenir est dans l'union. Pardon? L'avenir est dans l'union. L'avenir de l'Afrique se trouve dans son unité. Dans son unité. Même s'il y a des embûches, même s'il y a des obstacles, on n'a pas d'autre choix. Et c'est grâce aux États-Unis d'Afrique que nous pouvons nous en sortir. Et l'État fédéral africain, on va lui donner 6 compétences. La première compétence, et ça peut se faire, écoutez-moi très bien, puisque c'est une décision politique, ça peut se faire en moins de 6 mois. Première compétence, puisque nous formons un État fédéral. Tous ceux qui ne font pas partie de l'État africain, eh bien, ceux-là, on a des frontières. Et c'est l'État fédéral qui va gérer cette vous le dites deuxièmement, dans votre livre. Deuxième compétence, allez-y rapidement, on a les PTT, postes et télécommunications. Ça revient à l'État fédéral. Troisièmement, on a ce qu'on appelle la politique étrangère. Quand vous allez aux États-Unis, à l'ambassade des États-Unis, vous allez dans une seule ambassade. Tout ça, je rappelle que ce sont des décisions politiques. À ces 3 compétences s'ajoutent les 3 autres qui sont la monnaie unique africaine que nous allons utiliser. 4e compétence, on a la défense et sécurité. Parce que si nous ne faisons pas ça, et c'est ici et maintenant et aujourd'hui, c'est possible. Pourquoi?
Parce qu'on a la Russie qui est là, qui aujourd'hui est ouverte de plus en plus vers les Africains. On voit bien ce qui se passe à l'AES. Et enfin, la 6e compétence, parce que pour que les uns et les autres puissent comprendre, si on vient frapper un État fédéral, un État africain membre des comme ça a été États-Unis d'Afrique, le cas en Côte d'Ivoire de Gbagbo, eh bien la France est venue frapper la Côte d'Ivoire de Gbagbo. Aucun État, je dis bien aucun État africain n'est intervenu. Pourquoi? Ce n'est pas parce qu'on était content, parce qu'ils sont, mais ils n'ont pas les moyens. Merci. Donc, ça, on voit bien la réalité. Il y a un petit pays qu'on appelle Rhode Island, peuplé de 1 200 000 km² et qui s'étend sur 3 000 km² contre l'Afrique, 30 millions de km². Mais si les 54 pays africains vont s'attaquer militairement à ce petit pays, en moins d'un mois, je dis bien en moins d'un mois, tous ces 54 pays seront balayés, effacés complètement de quoi? De la situation géographique du monde, partie par l'armée fédérale américaine, parce que ce petit pays fait partie des États-Unis d'Amérique. Autrement dit, grâce à l'armée fédérale, ce petit pays se développe normalement, n'a aucun souci. Donc si nous avons une armée fédérale africaine, tous ces conflits, on voit aujourd'hui ce qui se passe au Soudan, ce qui se passe en RDC, un peu partout. Eh bien, c'est l'armée fédérale africaine, outillée militairement, qui va mettre fin à tous ces conflits qui sont là pour rétablir l'Afrique. Merci, professeur. Merci. Et je termine en disant la 6e compétence, c'est l'industrialisation. C'est-à-dire, c'est le thème qui nous a tous, nous sommes dans l'État fédéral africain. Et l'État fédéral africain va faire pression sur chaque État membre de transformer ces matières premières sur le continent africain et non pas exporter les matières premières. Merci. Si on fait ça, dans un proche avenir, l'Afrique va sortir de l'ornière socio-économique. Et il faut se donner les moyens de son rêve. Parce que si nous pensons que, compte tenu des réalités qui se passent, ce n'est plus la peine de rêver, eh bien, c'est terminé. Ça veut Merci. dire que c'est totalement vrai. Voilà. Merci. Il faut continuer à rêver et à formuler l'idéal. Il n'y a pas d'autre solution. C'est d'autant plus douloureux, et ça je le dis à titre personnel, qu'au regard des faits et de la réalité, c'est très compliqué. Je me souviens, jeune stagiaire à l'Union africaine, c'était l'ancien président malien Alpha Ouma Konaré qui a amorcé la réforme de l'Union africaine du Conseil paix et sécurité et qui a créé et qui a fait jamais l'idée de force africaine en attente. Depuis, nous sommes en 2025, et cette force africaine en attente a été là, n'a rien pu faire au Darfour. Sur le Soudan, samedi, la semaine dernière, ils ont fait un communiqué, ils ont dit « ah, c'est pas bien ». Voilà. Et la dernière fois, je crois, nous étions en 2000, si ma mémoire est bonne, 2018-2019. Nkosazana Zuma était la présidente de la Commission de l'Union africaine. Pierre Nkurunziza, c'était la catastrophe au Burundi. L'Union africaine a décidé de l'envoi de 5000 hommes au Burundi pour éviter le massacre. Pierre Nkurunziza leur a dit, si jamais un seul homme franchit les frontières de mon pays, je vais vous le faire regretter. C'est exactement ce que je voulais apporter. Et l'Union africaine voilà où on en est. Voilà, c'est exactement ce que... En fait, mon voilà où on en est, malheureusement. À cette question, c'est que les États-Unis d'Afrique, aujourd'hui, c'est une utopie. Pour la simple raison que les républiques ne permettent pas ces porosités. Parce que tant que nous avons des républiques... avec des frontières. Avec des frontières, pas simplement la République physique, mais la République structurelle, c'est-à-dire l'État républicain. L'État républicain qui se forme à partir de l'idée du peuple qui forme cet État,
Si on ne change pas les formes d'État en Afrique aujourd'hui, l'union ou l'unité dont rêvait déjà Nkrumah dans les années 50 n'aura jamais lieu. Et c'est pourquoi? Parce que le peuple est souverain et il délègue sa souveraineté à celui qui le représente, qui, une fois au pouvoir, a tous les pouvoirs pour dire « je ne bouge plus ». Je ne bouge plus. Et donc, lorsque vous lui apportez une idée qui va amoindrir son ego, lui enlever le pouvoir dont il a rêvé toute sa vie, parce que parfois il ne travaille pas, il ne fait rien d'autre que la politique. Donc, vous lui enlevez ce qui fait la substance de son existence pour diluer ça dans une communauté dans laquelle il serait un élément lambda, il ne sera jamais partant. Et c'est ce qui bloque cette histoire de l'unité. Donc, il faut, puisque nous parlons de l'industrialisation, et on a bien vu que si on parle de l'industrialisation, il faut bien savoir dans quel espace et dans quel temps il faut vraiment penser cette politique d'industrialisation. On vient voir que les formes ou la forme des États africains est un frein à cette globalisation intra-africaine que nous voulons créer. Deuxième point, une fois que nous avons identifié les besoins, qu'est-ce que nous allons mettre en place comme stratégie pour pouvoir transformer, au moins apporter une solution à ces besoins exprimés par le marché? Moi, je reste sur la microéconomie parce que ce sont les entreprises qui créent les richesses. Et si nous mettons les États devant et que les entreprises viennent derrière, c'est que nous sommes sûrs, premièrement, que les États sont vertueux et que le droit public de ces États permet les flexibilités qui créent des synergies. Or, ce n'est pas le cas. Donc, les États-Unis d'Afrique aujourd'hui, c'est un vœu pieux, c'est impossible en la forme actuelle des États africains. Ce que la politique ne peut pas faire, par contre, et ça sera ma proposition, la culture peut le faire. Si nous nous départissons, n'est-ce pas, du champ, du carcan juridique des États aujourd'hui pour mettre les cultures en avant, on va voir qu'on peut créer des anneaux culturels. Oui, mais vous prenez les décisions politiques. Je vais aller au fond. Vous prenez les anneaux culturels. Regardez toute l'Afrique. Si vous regardez les cultures des peuples africains, nous sommes plus unis que vous ne pensez. C'est vrai. Je peux parler, par exemple, le mot « muto » en ma langue bombongo, dans Bonambongo, les Sawa en général, ça veut dire la femme. Que dit le mot « si » ou le manding? C'est pareil. Mousso. Oui. Voyez que lorsque quelqu'un parle en Afrique de l'Ouest, moi je vais tout le temps au Burkina Faso, lorsque quelqu'un parle au Burkina, je reste concentré, je comprends ce qu'il dit. Mais c'est parce que je n'ai pas appris à l'école à savoir que le Burkinabé qu'on appelle Burkinabé aujourd'hui, et moi nous avons les mêmes ancêtres, moi qui suis à Douala. Donc ce que nous ne pouvons pas faire par la politique, parce que la politique est ségrégationniste par essence, nous pouvons le faire par la culture qui est normalement fédératrice. Merci. Donc, réfléchissons sur les États-Unis d'Afrique, mais pas la valeur culturelle centralisée sur des mécanismes traditionnels africains et sur l'État traditionnel africain, et non pas l'État moderne hérité de la colonisation qui n'a fait que créer des problèmes de division au niveau, n'est-ce pas, des États africains. Et pour finir maintenant pour l'industrialisation, il s'agit tout simplement de créer de la valeur par la connaissance. Nous pouvons industrialiser si nous avons les compétences, et ces compétences, ça se fait à l'école, pas ailleurs. On ne va pas acheter des usines, on va les fabriquer nous-mêmes selon les modèles qui sont propres à notre cosmogonie, c'est-à-dire à notre vision du monde. Et si nous ne le faisons pas, nous allons continuer le même rêve, les États-Unis d'Afrique, l'industrialisation, et ça sera un peu le disait, bien sûr. Voilà. On a commencé par le plus âgé d'entre nous, on va finir. On va finir par vous. C'est d'autant plus vrai. Deux éléments dans ce qu'il dit. La nature de nos États. On voit déjà comment la décentralisation dysfonctionne. Oui. Parce que l'État central ne veut pas lâcher pour transférer à la fois les compétences et les moyens aux régions, parce que l'État central veut rester fort. Alors quand déjà à l'interne, tu veux rester fort, c'est difficile. Et multiplier ça par 54 de multiplier ça, c'est presque impossible. C'est très compliqué. Et maintenant, je vous laisse le mot de la fin, sans oublier qu'il y a les facteurs exogènes, il y a les charognards extérieurs qui n'ont pas intérêt à nous voir. Et c'est la capacité d'un peuple, d'un pays, d'une nation à pouvoir résister à ces offensives. Ouais. La région la plus espionnée au monde, ça reste l'Occident, parce qu'ils s'espionnent entre eux. C'est ça. Donc, les premiers ennemis des Occidentaux, c'est les Occidentaux eux-mêmes, sans l'oublier.
C'est-à-dire qu'on sait maintenant, on a des éléments factuels, l'espionnage, 90%, c'est au cœur de l'Occident. Déjà parce qu'il y a intérêt à espionner. Donc la menace, elle est exogène, certes, mais pas aussi envahissante qu'on le dit. Donc le problème, c'est que moi j'invite les Africains à être raisonnables, c'est-à-dire il faut être sérieux. Il ne faut pas mettre l'émotion en avant parce qu'on ne réfléchit plus. Il faut écouter la science, il faut écouter les faits, et il faut accepter les choses, même qui ne nous plaisent pas. Tous les pays d'Afrique étaient plus riches en 1952 que la Corée du Sud. Pourquoi ? Parce que la Corée du Sud était le pays le plus pauvre de la planète. Donc, il n'y a pas de débat. Et qu'est-ce qui explique que 30 ans après, c'est la Corée du Sud qui prête l'argent à 54 pays. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est juste qu'à un moment, ils se sont dit, on est trop pauvres, on n'a plus le choix, on en a marre de vendre nos cheveux. Le sol, c'est que de la roche, on ne peut rien planter. Qu'est-ce qu'il faut faire en premier? Pas l'éducation. La lutte contre la corruption. C'est par là qu'ils ont commencé, avant de construire les écoles. Donc, tant qu'on ne remet pas en place le problème de la gouvernance, on peut copier tous les modèles, on peut inventer toutes les histoires possibles qu'on trouve sur Internet pour dire que l'Afrique a finalement trouvé un vrai programme. Ça ne marchera pas. Aujourd'hui, c'est le chaos en Afrique. Qu'il y a des freins culturels. Bon, le chaos peut-être pas, il y a du potentiel. Il y a du potentiel. En Afghanistan, si je prends les tapis, un pays qui n'avance pas recule. Alors, l'Afrique sera-t-elle la catastrophe du 21e siècle? Incroyable déni de l'afro-optimisme, c'est le deuxième livre que vous avez mis sur le prochain bientôt. En tout cas, merci d'avoir participé à cet échange. Historiographie africaine et archéologie de l'esclavage. Et je suis en train de travailler sur l'axiologie de la démocratie, c'est-à-dire la valeur réelle de ce que c'est que la démocratie, si ce n'est pas une hégémonie structurelle. Les solutions salvatrices de l'Afrique, prospérité et liberté. Heureusement que des gens comme vous existent, professeur, pour nous permettre d'espérer le chaos dont parle Serge, Eric, il faut qu'on sorte de ce chaos si il existe, et que les propositions que vous faites dans vos différents livres nous servent de boussole, parce que de toute façon, celui qui a perdu l'espoir a tout perdu. Merci, professeur. C'est la fin, mesdames et messieurs, de Frontal, votre rendez-vous politique dont le numéro de ce jour, on l'a vu, a été consacré à l'Afrique, notre beau et grand continent. Merci d'avoir été nombreux en notre compagnie. Et restez fidèles à nos programmes. À très bientôt pour un nouveau numéro de Frontal. Et n'oubliez pas que nous sommes désormais sur le bouquet Canal Plus Afrique, canal 573 et sur Free, canal 426. À très bientôt pour un nouveau numéro de Frontal. Merci à vous. Merci. NCA, désormais sur Free. Après son intégration au bouquet Canal Plus Afrique, Canal 9 et Canal 573, NCA poursuit son développement et vient d'intégrer le célèbre bouquet Free TV, Canal 426. La chaîne panafricaine renforce ainsi son ancrage aussi bien en Afrique que hors d'Afrique. Le développement de NCA, c'est vous, nos téléspectateurs à travers le monde. NCA, la chaîne panafricaine de référence.